Ok. Bonjour et bienvenue dans cette première émission de l'INSA, le premier podcast de l'INSA. Aujourd'hui, je suis en compagnie de deux invités, deux de mes professeurs, Frédéric Mavila et Julien Boustillot. On va parler pendant une heure et demie de différents sujets. Le but, c'est vraiment de vulgariser les termes de l'INSA, des écoles d'ingénieurs, pour que vous puissiez avoir aussi un ressenti avec beaucoup de proximité de ce qu'on peut faire dans une école d'ingénieurs. C'est assez marrant parce que aujourd'hui, il y a 3 générations qui s'entremêlent, puisque moi, je suis le plus jeune. Julien a été élève à l'INSA. Et surtout, a eu Frédéric comme professeur. Alors, j'ai une petite question comme ça que les gens doivent se poser aussi. Frédéric, comment est-ce que Julien était comme élève à l'INSA ? Alors moi, j'ai des très bons souvenirs de Julien, parce qu'il avait un parcours un peu atypique et il arrivait avec déjà pas mal de connaissances et une très bonne maturité. Et en fait, il a été major de la promo de la première à la dernière année. Donc, c'est pas un élève qui a posé des problèmes. Hein. Ah, c'est un élève particulier. Est-ce qu'il était un peu dissipé ? Ça pouvait, mais toujours avec humour. Donc, ça passait bien. Julien, est-ce que tu es d'accord avec ce discours ? Moi, j'étais très, très sage. Très, très sage ? Non, j'avais tendance, en effet, à faire des traits d'humour avec mes enseignants. Ça s'est gardé avec le temps ? Oui, maintenant c'est plus avec les étudiants, mais je fais toujours des traits d'humour avec mes anciens enseignants. Et en fait, comment on arrive finalement à passer d'élève à professeur ? C'est quoi le parcours, la réflexion qu'on peut avoir pour justement passer de élève à professeur ? D'habitude, les gens font élève, puis ils vont dans un job, un salariat, parce qu'on leur promet un salaire à la fin des études. Et toi, tu as décidé d'avoir un parcours différent, le fait de retransmettre. Pourquoi il y a eu cette volonté J'ai toujours un job et un salaire. Hein. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Non, c'est pendant mes études d'ingénieur, donc à l'école, j'ai eu pas mal de contacts avec mes enseignants, donc avec Fred, aussi avec Jérôme Fortino, que tu connais peut-être, hein, j'espère. Oui, bien sûr. Tran, Marc Letiec, donc pas mal d'enseignants qui sont au laboratoire Gréement. Ok. Et c'est eux qui m'ont proposé de faire une thèse de doctorat. Ok. Et pendant ma thèse de doctorat, j'ai fait de l'enseignement et ça m'a donné envie de continuer en fait et donc de devenir enseignant. C'est quoi les choses dans ton quotidien de professeur qui te donnent envie de continuer dans cette voie-là ? Les vacances. Non, plus sérieusement, non, c'est le contact avec les étudiants. Je trouve que y a beaucoup d'étudiants qui sont très sympathiques. Ok. Et ils nous font un retour de notre travail qui est très intéressant en fait. La manière dont ils se comportent, la manière dont ils apprennent, c'est intéressant. Ok. Frédéric, ça fait... Alors, j'ai plus le nombre d'années exactes que tu es à l'INSA. Est-ce que j'ai de le dire ? Tu dois faire peut-être plus de 15 ans ? Oui, là, c'est ma 25e rentrée. 25e rentrée. Est-ce que il y a toujours le même goût de l'enseignement au bout de 25 ans ? Est-ce que c'est toujours ce même plaisir ? Oui. Moi, ce qui vraiment me plaît et me motive, c'est me suis rendu compte avec le temps que plus que la matière que j'enseigne, qui est la physique, c'est l'enseignement, la transmission et réussir à trouver les voies pour permettre aux élèves de progresser. Je trouve que moi, ça m'intéresse plus que la matière que j'enseigne en elle-même. Et ça, t'arrives à le voir, à le constater, le fait que de voir des progressions, je suppose parce que tu dois suivre les élèves de la première année à la 5e année. Est-ce que c'est vraiment ça le fruit de ton travail, c'est le fait de voir quelqu'un commencer de presque rien à un 5e année qui... Voilà. Et jusqu'à l'insertion professionnelle. Donc ça, c'est ça qui est vraiment très intéressant ici, parce que j'aurais pu enseigner ailleurs. Et c'est le fait d'avoir eu l'occasion de suivre des élèves justement jusqu'à leur insertion professionnelle et donc de voir l'aboutissement qui fait que je trouve que c'est une école d'ingénieur en 5 ans, c'est un des meilleurs endroits pour être enseignant parce qu'on a vraiment le parcours complet des étudiants. D'ailleurs, tu as eu d'autres expériences avant l'INSA en termes d'enseignement J'ai commencé en lycée, j'ai fait 1 an en classe prépa, donc on m'avait proposé de continuer en classe prépa. Ok. Mais sur des postes, on va dire, encore transitoires. Je savais pas exactement où j'allais aller. Et puis, il y a eu l'opportunité, à un moment où j'étais sur Blois, d'une création de poste. Donc, j'ai essayé pendant 1 an. Ok. Ça m'a plu, donc j'ai postulé pour devenir professeur permanent. Et donc, j'ai eu la chance d'être confirmé dans ce poste et de rester. Ok.
C'est intéressant. Et comment ça s'est passé avant toute cette partie enseignement? Est-ce que t'étais un élève qui sentait qu'il avait besoin d'enseigner ensuite, ou c'est venu un peu par hasard? Est-ce que t'avais d'autres ambitions au préalable, ou c'est toujours été en toi, ça? Non, moi, j'ai su très tôt que je voulais être enseignant. Je dirais vers la fin du collège, début du lycée. Ah ouais? Et les sciences physiques, c'est ce qui m'intéressait le plus en tant que matière. Donc, c'était mon projet depuis le début. J'ai fait les études pour, ça a marché. Donc, je fais ce que j'avais prévu de faire. Eh ben, c'est très noble. Julien, de ton côté, ça s'est passé de la même manière, ou c'était un petit peu plus chaotique, le parcours? C'était beaucoup plus chaotique. Non, alors moi, j'ai eu mon bac. Et j'ai fait une prépa parce que j'adore les maths et je voulais devenir médecin. Donc, je me disais, je ne referai plus jamais de maths. Donc j'ai fait une année de prépa, ça s'est très bien passé. J'assistais aux cours de maths et puis pour le reste, j'allais aux examens. Et après, j'ai fait médecine, 2 ans. 2 ans reçus-collés. Donc c'est le seul échec, bon échec. Et à la fin de la 2e année de médecine, il y avait un programme entre la médecine et l'école. Ouais. Ça s'appelait à l'époque ENIVL. Suite à un enseignant, Frédéric Pata, qui faisait la physique à l'école de médecine. Ok. Et il se trouve que j'avais des très bonnes notes en physique et dans la plupart des matières scientifiques. C'est pas là où j'avais loupé la médecine. Et on m'a proposé d'intégrer le NIVL. Alors, si tu veux une petite anecdote, à l'époque, Ah bah, avec plaisir. Le NIVL, c'était un logo un peu bizarre. C'était une sorte de, je sais pas, circuit imprimé. Voilà, c'était une espèce de mix entre un engrenage et un circuit imprimé. C'était fait avec Paint, quoi. Ouais, c'était, disons qu'on sentait que c'était le début. Et moi, j'ai ouvert ça, je vois ENIVL et j'ai pensé école navale. Oh. École navale à Blois, ça donne pas envie. Et puis en me renseignant, j'ai vu que c'était une école nationale d'ingénieurs. Je connaissais pas le groupe du tout, je m'étais pas intéressé du tout aux écoles d'ingénieurs. Je voulais partir en sciences et matières. Enfin, je sais pas si tu connais, mais c'est la fac. Et donc je suis venu et c'est Frédéric qui a fait l'entretien avec 2 autres personnes qui sont plus ici, et c'était assez drôle. À l'époque, je travaillais de nuit, c'était assez drôle. Ça me donne une idée. Ça ressemble à quoi un entretien avant de venir à l'INSA? Parce qu'on les futurs ingénieurs, ils doivent passer un entretien. Je peux te raconter mon entretien. Ah bah bien sûr, avec plaisir, ça donnera beaucoup d'idées à l'audience. Alors, je pense que l'entretien que j'ai eu était pas celui qu'ont maintenant les premières années. Parce tout à que fait. je fais les entretiens première année, c'est légèrement différent. Et donc, il y avait Frédéric Mabila, et il y avait Romuald Bonnet qui était directeur. Frédéric Mabila, tu étais directeur des études, je crois. Non, directeur adjoint. Directeur adjoint. Responsable des admissions. Voilà. Et puis, il y avait Christian Carole qui était le directeur des études. D'accord. Et Christian Carole, c'était un personnage. Alors, quand on le voyait, on se disait, ouais, ça posait vraiment la situation, quoi. Romuald Bonnet, tu le connais peut-être, mais c'est un directeur de l'INSA, maintenant, Strasbourg. Et c'est une personne qui est imposante. Et t'avais Frédéric qui est pas imposant spécialement, qui est normal. Mais t'avais pilier et moi je travaillais de nuit, mais j'avais eu Isabelle Bigot à l'époque au téléphone qui m'avait dit c'était en face de la gare. Et en fait, quand t'arrives en face de la gare, il y a une boulangerie. Et je cherche l'école, impossible de la trouver. Je rappelle Isabelle, elle me dit c'est juste en face. Okay. Et j'ai dû mettre 20 minutes pour aller de la gare à l'école. Il y a 200 mètres. Il y a 200 mètres. Je dis bon, ok, je rentre. Il y a Frédéric, Romuald et Christian Carole qui me disent bon, voilà, c'est un entretien par rapport à la médecine. Vous aurez pas les résultats avant une semaine. Moi, j'arrive et il y avait déjà 3-4 potes de médecine. Des gars avec qui je faisais des bonnes soirées. Enfin, je les connaissais. On y reviendra sur l'histoire. C'est un autre sujet. Je dis bon, ok. Et puis ils me font, vous êtes bon en maths. Ouais, je me débrouille bien. Il fait non, parce qu'on a vu vos notes de médecine. Et là, je commence à dire, mais en médecine, on fait pas de maths. Je comprends pas. Il fait, mais si, faites des maths, c'est marqué là. J'ai dit, mais ça, c'est des stats, c'est pas des maths et tout. Et ça a été comme ça pendant une demi-heure. Ils me font, ouais, on est sur le concours Archimède. Je dis, ah ouais, vous arrivez à recruter. Pour moi, c'était un concours. Si tu veux, quand tu fais prépa, un E3A, c'était concours Archimède, c'était le plus bas. Ok. C'est pour ça, il y avait 95% de réussite à ces concours. Ouais. Donc, j'avoue, j'étais pour. Ce qui n'est pas vrai, mais c'est la rumeur. C'est la rumeur. Ouais, voilà, c'est la rumeur qui court lorsque t'es top 1, quoi. Quand t'es en prépa. Ok. Et donc, moi, j'étais là, bon,
je sais pas. Et à la fin, eux, ils étaient très enthousiastes, tu vois. On voyait que c'était plus eux qui animaient les choses. Et à un moment, t'as remis le bonnet. Ça, j'en suis toujours. Il me fait, on est vraiment désolé pour les briques. Moi, je travaillais de nuit. Hein. J'étais sorti de mon boulot. J'avais été à la gare de Tours. J'habitais à Tours. J'étais venu, quoi. Les briques. Oui, on sait que les briques tombent. On est vraiment désolé. Je fais, les briques tombent. Qu'est-ce qu'il me raconte? Et en fait, à l'époque, il y avait des filets partout. Et l'habillage en briques tombait. Et moi, j'étais rentré. J'avais pas vu qu'il y avait des filets partout. Il y avait vraiment des filets partout. Quand je suis sorti, j'ai regardé, il y en avait partout. Oui, l'ensemble de l'école était entouré de filets parce qu'il y avait une malfaçon sur la construction du bâtiment, la première construction. C'est un peu le comble pour une école d'ingénieur. On fait pas du génie civil. C'est nous qui l'avions fait, il n'y aurait pas eu ça. Oui, mais là, en l'occurrence, c'est la colle qui maintient les briques qui sont là que pour décorer, qui étaient pas bonnes. Et donc, certaines briques tombaient potentiellement sur les passants. Donc, il a fallu emmailloter l'école de filets, que les assurances se battent pendant quelques années, jusqu'à ce que tout le parement de l'école soit refait. Et il était arrivé, il était passé sous les filets sans les voir. J'étais complètement à l'ouest, quoi. Mais c'était des entretiens très particuliers, parce qu'on savait que c'était des bons élèves. Donc, notre problème, c'était surtout de voir s'ils avaient vraiment tourné la page de leur échec en médecine. Parce que sinon, on pressentait qu'il y avait un risque qu'ils échouent ou qu'ils ne soient pas motivés. Donc, à partir du moment où cette question était résolue, on savait qu'il n'y avait pas de problème pour les admettre. D'ailleurs, on a eu la réponse avant la fin de l'examen. C'était pour certains, pas pour tous. Pas pour tous. Parce que pourquoi vous avez eu la réponse? À la fin de l'entretien, ils m'ont dit, est-ce que vous voulez venir? Vous êtes invité. Voilà. Ça se faisait au compte-gouttes comme ça, parce qu'il y avait beaucoup moins de parce qu'il y avait candidatures. C'était très spécifique. Il devait être 8 ou 10 candidats. Et on a eu 6. On en a pris 6. Aujourd'hui, c'est quoi la grosse différence par rapport à ce qui se faisait à l'époque? Est-ce que maintenant, comme il y a beaucoup plus de candidatures, c'est beaucoup plus structuré, automatisé? Comment ça se passe maintenant Et puis surtout, ça n'est plus géré au niveau de l'école. Aujourd'hui, c'est géré à l'échelle du groupe INSA. Donc les gens qui candidatent au groupe. Quand ils passent l'entretien, on ne connaît pas leurs vœux. Donc en fait, des candidats vont passer à Blois, à Rennes ou à Strasbourg alors qu'ils veulent aller à Lyon ou à Toulouse et inversement. Donc c'est beaucoup moins personnalisé. Et puis on est sur des chiffres, on est sur des dizaines de milliers de candidats. À l'époque, on était sur quelques centaines. D'ailleurs, en parlant de INSA Toulouse, INSA Strasbourg, INSA Rennes, etc., est-ce que c'est un enjeu aujourd'hui pour l'INSA Centre-Val de Loire de... Est-ce qu'il y a un peu, entre guillemets, une petite compétition entre les différentes INSA? C'est quelque chose que vous ressentez, ça? Ou alors c'est pas le focus principal du moment? Alors, il y a une compétition entre toutes les écoles. Ça a toujours été. On le ressent pas forcément au quotidien. On a des très bonnes relations avec les collègues des autres INSA. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'au niveau des admissions, on voit très bien que les élèves ont une hiérarchie dans ce qu'ils souhaitent et que on peut faire ce qu'on veut. Le vœu numéro 1, c'est l'INSA Lyon, le numéro 2, c'est Toulouse, le 3, c'est Rennes, etc. Et donc, pour les INSA récents, comme nous et Hauts-de-France notamment, on voit qu'on n'a pas la même attractivité du tout que les 3 INSA historiques. Est-ce que toi, Julien, tu penses que c'est possible, c'est envisageable le fait de monter dans les rangs entre guillemets qui sont un peu instaurés depuis l'histoire, parce que Lyon c'était les tout premiers. Est-ce que ça c'est encore possible d'être changé ou ça va dépasser Lyon? Je ne pense pas. Il y a une question d'échelle en fait. C'est-à-dire que lorsque tu formes autant d'ingénieurs par an, t'as un réseau qui apparaît, quel que soit le niveau de l'école. Donc ça, c'est pas possible. En dehors de la renommée de Lyon, il y a la taille de Lyon. Alors Toulouse, c'est un peu plus petit, mais il y a aussi, par rapport à nous, c'est déjà beaucoup plus gros. Faut se rendre compte de ça. Donc il faut comparer avec des écoles de même taille. Rattraper Rouen et Rennes, qui sont à peu près de la même taille, c'est une possibilité, mais ça demandera beaucoup de travail. C'est-à-dire que eux sont établis depuis beaucoup plus longtemps, mais en soi, il n'y a pas d'impossibilité de les rattraper. C'est ça que je veux dire. Ils sont beaucoup plus connus, mais ça, les étudiants dans 10 ans n'auront aucune idée du classement actuel des INSA. C'est pas... Lyon et Toulouse sont à part, mais les autres, ça peut se jouer, oui. Je pense que faut être attractif. Et l'attractivité, c'est pas uniquement de la compétition entre écoles. Par exemple, ce genre de podcast. Ça peut être ce genre de podcast. Ça peut être aussi les départements proposés.
Il y a Strasbourg, par exemple, propose des départements comme l'architecture qui sont très attractifs. Donc, même si quelqu'un n'est pas intéressé par l'architecture, il en a entendu parler parce que il y a un département qui fait parler de lui. Nous on a le paysage, mais c'est des choses qui sont importantes à mettre en avant. Est-ce que finalement on n'est pas aussi contraint de devoir parce que Blois, la ville, elle est quand même moins attractive qu'un Lyon, qu'un Toulouse. Alors est-ce que finalement on serait pas aussi freiné par le fait que la ville est moins grande et moins attractive? Est-ce qu'il y a ce point-là qui rentre en jeu aussi ou... Alors moi je vois l'INSA de Rouen qui est quand même pas en centre-ville, hein. Donc je préfère habiter en centre-ville et avoir quelques centaines de mètres à faire pour aller à mon école, qu'habiter à côté d'une zone industrielle. Vous pouvez venir en combien de temps à pied à l'INSA, vous? Alors j'habite pas juste à côté de l'école. Quand j'étais étudiant, j'habitais à 50 mètres de l'école. C'est vrai que c'est un avantage parce que moi l'année dernière j'étais à 30 secondes à pied. Je crois que c'est à Rennes ou à Lyon, ce serait impossible, je pense, de pouvoir, sauf si on est dans le bâtiment lui-même. On peut être dans le campus, mais tout le monde n'est pas dans le campus. Ça, c'est l'avantage de Bourges et de Blois, hein. C'est des petites villes et les deux campus sont pas loin des centres. Ouais. Alors, Blois, c'est dans le centre-ville quasiment, mais même Bourges, on n'est pas excentré comme d'autres INSA. Ouais. Donc c'est l'avantage que je vois. Très bien. Et j'aimerais qu'on rentre dans un sujet un petit peu plus croustillant pour notre audience. Quand vous étiez lycéen, collégien, on a tous eu nos bulletins de notes. On a tous espéré avoir les félicitations, par exemple. Tiens, ma première chose, est-ce que vous étiez le genre d'élève qui avait les félicitations ou pas du tout? Pour ma part, je les ai jamais eues. Hein. Je n'étais pas du tout le genre d'étudiant à avoir des félicitations. Est-ce que tu étais un petit peu celui qu'on en a marre de mettre des bonnes notes parce qu'il fait rien en classe? Oh, mais on peut avoir des bonnes notes sans rien faire. Pas de problème. Non, le gros problème, c'est ma présence. J'avoue avoir toujours été, disons, présent quand j'aimais bien les matières ou bien les enseignants. Ce qui est une très mauvaise chose pour ceux qui écoutent. Mais voyez le résultat. On va voir ce que ça donne. Hein. Donc oui, par exemple en histoire, en art, en chant, j'avais plutôt des commentaires du genre occupe une chaise ou je me souviens d'un commentaire, c'est non, je ne compte plus les absences car quand on aime on ne compte pas. C'était des choses assez marrantes. Les enseignants me connaissaient aussi la plupart du temps, donc ils s'amusaient un peu à me faire des blagues. Bon. Par exemple, les carnets de liaison à l'époque, je sais pas si ça existe encore. Ah si, moi, en tout cas, à mon époque, ça existait. Peut-être c'est le Frédéric. Il fallait que je change en cours d'année à cause du nombre d'heures de colle que j'arrivais à avoir à cause des bêtises que je faisais. Mais on était à combien d'heures de colle par année là? C'est plus de 50, c'est sûr, pas loin de 100. Hein. Ah mais c'est un record là, c'est Guinness World. Ah bah quand tu sèches tout le temps, au moment tu te fais attraper. En vrai, ça n'empêchait pas d'avoir des bonnes notes, même si c'est pas un bon exemple. Non, c'est pas un bon exemple. Non, ce que je veux dire, c'est pas un bon exemple. Après, j'étais pas irrespectueux. Ça, je pense, c'est la valeur la fondamentale. Effectivement. Ouais. Mais j'avais tendance à choisir mes matières et je l'ai fait jusqu'au bac, même après d'ailleurs, je l'ai fait. Bon, on va dire jusqu'en 5e année. Quand on est enseignant, on peut choisir ses matières comme ça ou c'est plus compliqué? Ah, quand on est enseignant, on choisit ses matières. Oui, mais est-ce qu'on peut sécher Ah non, on ne peut pas sécher. Mais c'est pas pareil en fait. C'est-à-dire que quand je séchais, c'est que je savais que cette matière-là, j'aurais aucune difficulté à avoir une bonne note. C'est pas sécher parce que je sèche, j'ai autre chose à faire. Je séchais par exemple souvent l'électromagnétisme ici, par exemple. C'est un exemple. Parce que cette matière-là est très calculatoire, c'est des maths. C'est-à-dire que si tu sais faire des maths et que tu comprends à peu près ce qu'il y a à faire, mais après, faut pas se louper. Ouais. Bon, à l'époque, c'était Guy Feuillard l'enseignant, il m'avait quand même dit les jours où il y avait les examens. Guy Feuillard était déjà là. Ouais, mais voilà, je veux dire, sécher parce qu'on pense être trop à l'aise et se prendre une claque, c'est pas une bonne idée, faut faire attention quand même. Ouais, faut faire la différence. Frédéric, tu étais l'élève exemplaire au collège, lycée. Toutes les félicitations? Je me souviens pas. Je sais même pas si à l'époque ça existait. Ah oui. Les félicitations sur les bulletins, mais j'avais des bons bulletins, oui. C'était quoi ta meilleure matière, celle où il y avait pas de débat, quoi? Les maths et la physique. Ouais, t'es la physique, ça alignait les 19, les 18. Voilà. Ok, major de la classe? Pas forcément toujours major. Je me souviens qu'en terminale notamment, j'étais dans une classe où on était plusieurs très bons élèves en sciences, donc
ça alternait, mais oui, je faisais partie des tout meilleurs. Est-ce que d'ailleurs, selon toi, le niveau en terminale, lycée, peu importe la classe, est-ce que dans les matières scientifiques, il a un peu, même on sait que les matières déjà, elles ont évolué, mais est-ce que le niveau a été, je sais pas si t'es dans les coulisses, etc., mais est-ce que tu penses qu'il a changé un petit peu ce qu'on demandait à l'époque de ce qu'on demande maintenant? On nous demandait pas la même chose, donc déjà, il faut savoir qu'il y a longtemps, il n'y avait pas une terminale S, il y avait 2 types de terminales. Il y avait une terminale, on va dire, renforcée, qui était le bac C, et une terminale qui correspondait plus au bac S moyen, c'est-à-dire qui s'appelait la terminale D, où c'était plus équilibré, SVT, physique, chimie, maths. Donc moi, j'ai fait le bac C, où c'était vraiment renforcé en maths et en physique. Et dans ces classes-là, effectivement, on avait des capacités, par exemple, calculatoires, en mathématiques, et d'abstraction qui étaient supérieures à ce qu'elles sont aujourd'hui pour un élève de terminale. Parce qu'on nous en demandait beaucoup plus, même déjà en seconde, mais dès la première et en terminale. Et on faisait certaines parties de physique qu'on voit aujourd'hui en première année, voire parfois en début de deuxième année, déjà au lycée. Et puis évidemment, il y a des choses qu'on faisait pas. Par exemple, à mon époque, il n'y avait pas du tout d'informatique au lycée. Alors, il y avait une initiation dans certains établissements, mais c'est très, très marginal. Ok, donc ça a vraiment bien évolué. Je pense que tout élève exemplaire doit avoir un point faible, un talon d'Achille. Quelle était la matière qui a pêché? Si, je vais être honnête, moi, la philo, j'étais pas mauvais, j'étais pas bon, j'étais très moyen, et surtout, j'ai jamais vraiment compris ce qu'on attendait de nous dans les dissertations. Est-ce que c'était des connaissances, de la réflexion? C'était pas clair. Donc, j'avais pas des notes catastrophiques, mais c'était pas brillant non plus. Et voilà, c'est la matière dont j'ai sûrement le moins retiré. J'étais pas très bon en langue non plus. Anglais? Déjà, j'avais fait allemand en première langue. Ah bon, là, je suis pas sur la bonne voie. J'étais pas mauvais en langue, mais j'étais pas très à l'aise. D'ailleurs, c'est pas des matières dans lesquelles j'ai des facilités. En gros, il faut les matières celles qui te parlaient le plus, c'est celles où il y avait une bonne réponse, quoi. C'est surtout celle où il y avait de la logique. De la logique. Moi, j'ai un esprit très logique. Binaire. Là où on peut construire quelque chose en se basant sur une démarche logique, ça me va très bien. Est-ce que tu penses qu'en philo, la note finalement dépend du prof? Oui, d'ailleurs, il y a eu des expérimentations qui ont été faites de donner la même copie à corriger à 2 personnes différentes, et la note peut être très différente. Ce qui n'est pas le cas en maths et en physique. Quand on donne un sujet, un barème, 2 enseignants vont en donner des notes très proches. Est-ce que tu as des souvenirs de ton 3 x 500 mètres sur la piste d'athlétisme? Est-ce que ça s'était bien passé? Moi, je me souviens que personnellement... J'étais pas mauvais en sport. Moi, je suis généraliste. Je fais un peu de tout dans les enseignements, mais aussi en sport. Donc, j'ai pas de sport où je suis excellentissime, mais j'étais assez bon dans la plupart des disciplines. Moins en gymnastique. Ah, donc sport collectif plus... Collectif, sport de balle, même athlétisme. Ça d'ailleurs, point qui est très important, à l'INSA, on garde le sport. Pour vous, c'est important de garder, même pendant une école d'ingénieur, cet aspect développement physique, éducation sportive? Moi, j'ai essayé même de continuer à faire du sport quand j'étais en prépa, donc je pense que oui. C'est une difficulté, je crois, avec les emplois du temps. Oui, alors on n'en fait pas beaucoup, mais c'est bien d'avoir une activité physique, et puis c'est reconnu maintenant, ce qui n'était pas le cas à l'époque, que c'est très très bon pour la santé de toute façon d'avoir une activité physique. C'est pas dans toutes les écoles d'ingénieurs, ça, je crois qu'il y a... En plus de la santé, c'est aussi pour le moral, en fait. C'est vraiment très important d'avoir une activité physique. L'aspect groupe, aspect vie en groupe, et puis travail en groupe est important aussi en sport, parce qu'il y a beaucoup d'activités en groupe, mais le moral des étudiants... l'un des problèmes qu'on a en première année, aussi après, c'est des étudiants qui ont des baisses de morale parce que ils quittent leur vie familiale, en fait. Et le sport, ça permet de garder un niveau de morale plus élevé. Et ça, c'est prouvé. Dans les pays du Nord où il y a peu de soleil, donc il y a toujours des problèmes de morale, les gens font beaucoup de sport pour compenser, en fait. Donc non, le sport, en dehors de l'activité physique qui permet d'avoir une bonne santé physique, permet de garder un niveau de morale qui est à minima suffisamment élevé pour que les étudiants ne fassent pas de déprime. Je pense que c'est essentiel. Je trouve d'ailleurs que 2 heures par semaine, j'espère qu'il y en a qui font à côté du sport. C'est un peu juste. Toi, à ton époque, quand t'étais à l'ENIVL, du coup,
Il y avait le sport aussi. Alors moi j'habitais à Tours, donc même s'il y avait pas de sport pendant les heures de course, si c'est ta question. Ah oui, il y avait pas de sport pendant les heures de course. Bon, moi j'habitais à Tours, donc je faisais pas de sport à Blois, mais j'en faisais à Tours. Alors à l'époque je faisais du bad, je crois. J'ai fait du bad et puis à un moment je faisais un peu de running, mais je crois que à l'époque c'était du bad. Donc oui, je faisais du sport, mais il faut en faire. Donc vous sentez que les mentalités ont évolué par rapport à ce sujet? Avant, on voyait ça peut-être comme un divertissement et maintenant on voit ça comme une nécessité pour être performant. Alors pour moi, ça n'a jamais été un divertissement. Non. Le but de l'EPS au sein d'une école, c'est pas de divertir les étudiants. Bien sûr. Le but, c'est de montrer la cohésion d'un groupe. Donc le dépassement de soi, non seulement les épreuves individuelles, mais aussi la cohésion d'un groupe. Donc non, c'est pas uniquement divertir. Il y a un but pédagogique à l'EPS quand même. Mais en plus de ça, pour moi, ça reste essentiel parce que ça permet de conserver un bon état physique. Mais ça, après, ça dépend des personnes. Hein. Si on mange du McDo tous les jours, l'état physique, 2 heures de sport ne suffiront pas. Mais surtout, garder un niveau de morale qui est suffisant. Okay. Puis on se fait des amis souvent. C'est plus facile de discuter en sport que de discuter en maths. C'est vrai, je me souviens de toutes les fois dans les nouvelles classes où ces 2 premiers jours sont un peu compliqués, on sait pas avec qui se mettre. Et le sport en général, c'est là que ça débloque. Donc effectivement, ça permet ça aussi. T'avais une pire matière, toi, quand t'étais au lycée, au collège? Alors, j'étais vraiment très très mauvais en langue, hein, même ici, hein, j'avoue, j'étais très très mauvais. J'étais aussi germaniste, hein, donc allemand LV1. À l'époque, tous les bons étudiants, enfin tous les bons lycéens et collégiens étaient germanistes. Ok. Et oui, j'étais très 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 mauvais. J'ai aussi fait latin parce qu'à l'époque c'était la mode de faire allemand, latin, puis enfin. Et oui, non, les langues. Enfin, pour donner un exemple ici, il y a Madame Trombetta que tu dois connaître, Béatrice. Bien sûr. En première année, j'étais tellement mauvais qu'à un moment je lui demande mes notes de contrôle continu et elle me regarde dans les yeux, un peu triste, et elle me dit je préfère pas te les dire parce que tu risques de pas venir au partiel. Et j'ai fini dernier. Alors, je veux dire, c'est le truc qui est assez hallucinant aussi, c'est que pendant 4 ans, j'étais dernier en anglais quasiment tous les ans, parce que tous les ans j'avais pas la moyenne. Et j'ai jamais fait un rattrapage anglais. Tous les ans, je me disais, ouais, je vais faire un rattrapage anglais. À l'époque, chaque matière était séparée pour les rattrapages. Oui, mais comme il y avait une notion de moyenne. Ouais, il y avait une notion de moyenne. Il n'y avait pas de module ou d'unité d'enseignement comme aujourd'hui. C'est vrai. Et donc, la note d'anglais était rattrapée par tout le reste. Ah, c'est pas ce que me disait Béatrice. Hein. Béatrice, elle me disait... Oui, on aurait pu, mais la moyenne faisait que c'était... Oui. Puis ça n'aurait pas changé grand-chose. Hein. Et ça l'a pas empêché de faire une mobilité en Grande-Bretagne. Ouais, j'ai eu le B2. En fait, j'ai bachoté le B2, quoi. Donc j'ai eu le B2, j'ai pu partir à Dundee pendant 1 an. Maintenant, l'anglais, ça va un peu mieux. L'allemand aussi, quand je vais en Allemagne, je comprends un peu, mais... Ah non, les langues, c'est une catastrophe. Tu dis que Madame Trombetta était triste quand elle a dû t'annoncer les notes. Elle me les a pas annoncées. Elle m'a dit, je préfère pas te les donner. Préfère pas le donner. Est-ce qu'elle a été triste de te voir revenir en tant qu'enseignant? Ah non, je m'entends très très bien avec Béatrice. En fait, quand elle était triste de pas me les donner, c'est que elle voyait mon niveau, elle voyait que j'essayais quand même. Ok. Mais elle était pas énervée, elle était triste, quoi. Voilà. Ouais. Petite anecdote. Une fois, on avait un exposé. Je passe pendant 15 minutes en exposé. Ouais. Et après, t'avais un autre étudiant, donc c'était Youssef. Et lui, il dit juste non, j'ai pas envie de le faire. Il a eu la même note que moi. Pour te dire quoi. Et quand j'étais voir la Béatrice pour dire pourquoi on a la même note, quoi, il a juste dit qu'il voulait pas le faire, quoi. Je dis oui, mais lui, il avait le bon accent. Et voilà, Béatrice peut être un peu cassante des fois, mais non, on s'entend très très bien et je trouve que c'est une très bonne enseignante. Hein. C'est pas le souci. Je confirme. Elle est encore là, donc je peux le certifier. Frédéric, avec tes 25 ans d'expérience à l'INSA, est-ce que je pense que tu dois avoir d'innombrables anecdotes en tête. Est-ce que tu en as une comme ça qui te vient en tête, que ce soit, je sais pas, peut-être un élève un peu spécial, un incident qui a pu se produire, un moment de gêne,
même une copie d'examen que tu pensais irréaliste. Est-ce que tu as déjà eu t'as une anecdote qui est un petit peu... Alors, des copies d'examen irréalistes, non. Vides, oui, ça peut arriver. Une anecdote qui m'a marqué, je me souviens d'une élève qui était très sympathique, mais qui a redoublé sa première année. Et bon, en discutant plus tard, c'était par un manque de travail flagrant. Et pendant son redoublement, ses parents lui ont coupé les vivres et ont dit non, puisque c'est ça, tu reviens à la maison. Donc elle a passé sa année de redoublement à faire des allers-retours entre Orléans et Blois. Et du coup, elle s'est mise vraiment à travailler pour pouvoir ne plus être chez ses parents. Et ça a été extrêmement efficace. Elle a très bien réussi par la suite. Ah ouais. Ok. Et Julien, t'as une petite anecdote comme ça qui te vient? Julien, j'ai l'impression. Oui, mais Alors, il y en a tellement. Il connaît la vie étudiante de l'intérieur, donc forcément, en termes d'anecdotes, c'est plus riche. Pour l'audience qui justement va s'immerger à l'intérieur de la vie étudiante, est-ce que tu aurais justement plus une anecdote en tant que toi, étudiant? Est-ce qu'il s'est passé des choses quand tu étais élève? T'as envie de partager un peu une situation? Des choses que je faisais en tant qu'étudiant qui ne se font plus. Non. Politiquement correct, évidemment. Non, je veux dire, par exemple, il y avait les Insane. Bon, maintenant, ça ne se fait plus. J'étais dans la promo. C'était quoi les Insane? Alors, nous, à l'époque, c'était les Nuits de Lonivelle. C'était des soirées qui étaient hébergées dans l'INSA. Donc, on avait préparé ça, on préparait les galas. Enfin, les galas étaient aussi dans le bâtiment. Voilà, dans le hall du bâtiment principal, là, ce qui n'est plus possible pour des raisons de sécurité. Sécurité, puis avec les travaux qu'il y a eu récemment, maintenant, c'est trop compliqué de contenir la soirée dans un espace donné. Voilà. Donc c'était le cas. Et pour la petite histoire, c'est pour cette raison que le mètre inférieur des murs du hall est carrelé. Oui. C'était pour protéger le bas des murs des différentes projections. Qu'il y avait de temps en temps. Je ne peux pas nier, j'ai entrevu. Donc oui, en effet. Donc ouais, c'était très sympa. La vie associative à Blois, alors je connais moins Bourges pour ça, je suis resté à Blois uniquement, est très riche en fait. Alors, je sais que maintenant, on n'est plus dans la même mentalité. Ça fait 18 ans que je suis rentré à l'école. C'est quoi la mentalité avant alors? Mais avant, c'était de sortir ensemble. C'est-à-dire, on sortait tous ensemble. Alors, il y avait toujours les chauffes, faut pas se mentir. Mais on sortait beaucoup ensemble. Je sais que maintenant, les jeunes préfèrent aussi faire des soirées entre eux. Ouais. Donc, le nombre de fois où la cafette était pleine, on a aussi la promo qui avions fait la cafette. Maintenant, elle n'y est plus. Donc mais c'était très riche. Il y avait beaucoup de soirées et beaucoup d'animations ici. C'est vrai que l'année dernière, à plusieurs événements, quand je suis venu, je te voyais souvent apparaître. Est-ce que t'es un petit peu nostalgique de cette époque où il y avait des soirées étudiantes? Oui et non, je passe de temps en temps. Faut pas exagérer quand même. Non, moi je trouve ça plutôt bien. Ça fait plaisir de voir les professeurs aussi participer à... En fait, mon bureau c'est là, juste en haut en fait. C'est-à-dire que quand vous faites un peu de bordel, on va dire, je vous entends et je vous vois. Alors je me dis, on va quand même leur dire bonjour. Puis au fur et à mesure, je me fais un peu attraper et des fois, je reste un petit peu. Ouais. Alors c'est sympa en effet, c'est très sympa. Je trouve ça très sympa que vous fassiez encore des choses sur le parvis. C'est vrai. Pendant un temps, il y avait rien. Et ça, c'était dommage. C'était à cause du Covid, non? Peut-être la période Covid aussi? Oui, pendant la période Covid. Et après Covid, il y avait pas grand chose. Là, ça a recommencé un peu l'année dernière et je trouve ça très bien. On retrouve peut-être un petit peu aussi il y a des fois, des soirées qui ressemblent un peu à l'Insane qu'on pouvait retrouver avant. À l'intérieur du hall de l'INSA, ça ressemblait un petit peu à ça ou c'était beaucoup plus grand? L'Insane et les Nuits de Lonivelle, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a fait les Nuits de Lonivelle et puis après c'est devenu Insane quand on est passé INSA. Ouais, c'est la même chose. Alors je sais pas combien il y avait d'Insane, mais des Nuits de Lonivelle, il y en avait une à deux après. À un moment, on en avait deux. Mais je pense que Insane, c'est pareil, il devait en avoir deux par an. C'était un peu des grosses soirées de fin de trimestre. Souvent, il y avait une juste avant les vacances de Noël, une juste avant les vacances de Pâques. Ouais. Mais c'était des grosses soirées avec 700, 800 personnes. Qui venaient des fois de loin, de toute la région. Oui, c'était connu. Et pourquoi ça maintenant, du coup, je sais que je crois que ça n'existe plus. Pour des raisons de sécurité. Ouais. Donc, ça, c'est dommage, oui et non. C'est-à-dire que les étudiants peuvent aussi organiser d'autres choses. Ouais. Là, c'était organisé dans les murs de l'INSA. Alors, le gala n'est déjà plus dans les murs de l'INSA pour des raisons de sécurité. Et de capacité aussi. Et de capacité. C'est-à-dire qu'il est compliqué de faire rentrer aussi dans un établissement public des personnes qui ne sont pas obligatoirement étudiants. Ouais. Ce qui était le cas de l'INSA. Avec les pirates maintenant, c'est devenu... Même en général. En général, ok. En général.
Donc c'est bon. Je suis pas décisionnaire là-dessus, donc je ne peux pas vraiment te dire tous les tous les éléments là-dessus, mais c'est un problème de sécurité avant tout. C'est pas une volonté de l'école d'empêcher les étudiants de s'amuser. Sinon, vous auriez même pas droit d'être dans la cafette. En tout cas, moi qui suis de la dernière génération, j'ai passé une merveilleuse vie étudiante à l'INSA, donc franchement, ça a évolué certes, mais moi j'ai pas ressenti de manque ou quoi que ce soit. C'était vraiment une très bonne vie étudiante, même si je suis sur la fin maintenant. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui se demandent un petit peu quelles sont peut-être les matières qu'on peut aborder dans une école d'ingénieur. Et si vous deviez, par exemple, je m'adresse à toi d'abord, Frédéric, si tu devais décrire une seule matière, celle que tu choisis, celle que tu préfères, celle que tu affectionnes particulièrement, à une personne âgée de 80 ans ou de 10 ans, peu importe. Comment est-ce que tu l'expliquerais et comment ça s'implémente dans la vraie vie, en fait? Comme j'enseigne les sciences physiques, je vais prendre un élément des sciences physiques. Ici, les sciences physiques, c'est une partie tellement énorme du programme, notamment en première année où j'enseigne beaucoup, que c'est subdivisé en plusieurs sous-parties. Ouais. Et donc la partie que sans doute je préfère et qui me semble la plus intéressante, ça serait la thermodynamique. Ok. Et la thermodynamique qui est en plus une science extrêmement d'actualité parce que finalement c'est celle qui sous-tend tous les problèmes notamment climatiques auxquels on est confronté. Et donc dans cette matière on parle essentiellement d'énergie, de certains modes de transfert de l'énergie, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Okay. Et le but c'est après d'arriver à estimer avec des calculs bien sûr simplifiés le rendement de dispositifs de transfert d'énergie. Ça peut être un moteur thermique, ça peut être une pompe à chaleur, ça peut être un réfrigérateur. Alors, il y a des lois très fondamentales qui se cachent derrière, qu'il faut apprendre à utiliser. Il y a quelques techniques de calcul, mais surtout, c'est comprendre comment l'énergie peut être manipulée. Et ça, c'est très intéressant, ça s'applique partout. En fait, il n'y a pas un dispositif de la vie quotidienne qui n'utilise pas d'énergie. Que ce soit des batteries pour des véhicules, que ce soit pour du chauffage, que ce soit pour créer des outils industriels. Il y a de l'énergie partout. Et donc, c'est une matière qui est fondamentale et qui est absolument nécessaire en fait à tout le monde. Là, tu as en tête comme tu disais, un sujet d'actualité, un cas concret, même si je pense que toute l'actualité, il y a un petit peu de thermodynamique dedans, mais un cas concret que tu as en tête qui repose essentiellement sur cette discipline. Si je prends dans l'industrie, il se trouve qu'à Blois, il y a un industriel qui essaie de développer des nouveaux moteurs à hydrogène pour remplacer l'essence. C'est de la thermodynamique et d'ailleurs, il y a plein d'étudiants de l'INSA qui font des stages ou de l'apprentissage là-bas. Et c'est un sujet qui est à la fois proche de mes enseignements, mais aussi qui est sur le plan de la société et de l'industrie des prochaines décennies, très vivant et très actuel. Ok, top. Julien, je sais que tu es plus dans l'électronique de ton côté. Oui, je suis enseignant en électronique, donc oui. Alors moi, une matière, j'enseigne de l'électronique d'un plan aussi bien analogique que numérique, mais je vais plutôt parler de l'électronique dite numérique. C'est quoi la différence déjà entre les deux? Alors, l'électronique analogique, c'est lorsqu'on voit des signaux qui sont réels, c'est-à-dire que c'est des signaux qui sont continus dans le temps. Ouais. Par exemple, ça va être une table, on voit bien qu'elle s'arrête à un endroit, mais que elle est continue. Elle est continue. Il n'y a pas de fin. Un autre exemple, ça va être une pente dans une rue en pente, en fait. Elle va descendre de façon continue d'un point A à un point B. Ouais. L'électronique numérique, le but, ça va être d'échantillonner ce parcours continu. C'est-à-dire qu'on va considérer que au lieu d'avoir un espace qui descend continuellement, on va couper et à chaque fois qu'on va descendre de 10 cm, on va mettre une marche. Okay. À chaque fois qu'on va monter de 10 cm, on va mettre une marche. Okay. Ce qui fait que on va avoir, au lieu d'avoir un espace qui va être dit continu, on va avoir un espace qui va être discret. On va avoir des états précis. D'accord. Et le but de faire des états précis, c'est de pouvoir permettre à un système numérique, donc un ordinateur, de pouvoir travailler des données. Un ordinateur, il n'est pas capable de mesurer une température, par exemple. Parce qu'une température est un milieu continu. Ouais. On va en parler de thermodynamique. Par contre, si on lui donne un nombre qui correspond à une température, il sera capable de la traiter.
Donc on peut dire que par exemple à partir de 0, sur une échelle de 50 degrés, bah t'es à 50,5 et ça c'est une valeur précise. En réalité peut-être qu'il fait enfin lui il est à 50,5, peut-être qu'il fait 50,2, mais lui il a le choix entre 49,5 et 50,5, il va prendre 50,5. OK. Donc lui il va traiter des valeurs numériques. Alors pourquoi c'est important de faire de l'électronique numérique? C'est parce qu'en fait tout ce qui est autour de nous est numérique. Plus personne n'utilise d'électronique analogique, à part pour des cas très particuliers. T'as une tablette, ta tablette est entièrement numérique. Téléphone, je suppose. Téléphone entièrement numérique. Tout est entièrement numérique quasiment. Et le but de l'électronique numérique, c'est de montrer la possibilité de passer d'un monde réel, donc un monde continu, analogique, tout est analogique autour de nous, à un monde discret, pour pouvoir ensuite le traiter par un ordinateur. Et je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire que la plupart des étudiants, lorsque j'ai mon premier cours, ils ont aucune idée de ce que c'est que l'électronique numérique et pourquoi on confronte l'analogique et numérique. Alors qu'en fait, ils ne vivent que dans un monde numérique pour l'information et dans un monde continu et réel dans leur vie de tous les jours. C'est-à-dire que eux, quand ils voient une couleur, essayer de traiter les couleurs, c'est ce que va faire ta caméra. Elle va définir un niveau de vert, alors de bleu et de rouge, mais en réalité, toi, tu la vois pas comme ça. Ouais. Toi, tu arrives à être beaucoup plus fin là-dessus. T'as un niveau de précision qui est beaucoup plus important. La caméra va être obligée de tronquer et donc de numériser. Et ça, vous vous en rendez pas compte et je trouve ça assez intéressant de vous le montrer. Ensuite, il y a plein d'applications. Comme je l'ai dit, tout est électronique et tout est électronique numérique. Je fais aussi microcontrôleur par la suite. Et c'est vraiment la suite. C'est-à-dire que super matière d'ailleurs, je peux. Donc l'électronique numérique, le but c'est de vous montrer comment on fait la transition et vous avez la capacité à la fin du cours d'aller jusqu'au microprocesseur. Ouais. On le fait pas en cours parce que c'est fait en STI, mais dans un autre département. Mais vous avez la capacité de faire un microprocesseur parce que un microprocesseur c'est juste une unité de calcul indépendante. En troisième année, vous avez après le microcontrôleur, et là, c'est un système qui permet, de façon autonome, de pouvoir récolter des données, de pouvoir les traiter et de pouvoir les renvoyer. Donc, typiquement, c'est ce qui va être dans une machine à laver et qui va permettre, lorsque vous l'allumez, d'avoir les différents programmes. Donc, vous allez être l'entrée, vous allez pouvoir communiquer avec, et grâce à ces informations de l'extérieur par rapport au microcontrôleur, il va pouvoir commander de façon indépendante une machine à laver. Et ça, il y en a partout. Je trouve ça assez intéressant de montrer aux étudiants et de leur montrer qu'ils sont capables en fait de faire des programmes qui seraient tout à fait capables de faire une machine à laver, un four, je sais pas moi, un lave-vaisselle. C'est des choses qui sont capables de faire en troisième année. Et ils s'en rendent pas tout le temps compte, mais ils sont capables de le faire. On s'en rend vraiment pas compte. Ouais. Mais... Après, il y a une différence entre ce qu'on vous propose, qui sont des cas particuliers. Et si jamais vous voulez faire quelque chose, vous regardez, mais toutes les informations, vous les avez déjà. Clairement, ouais. Donc voilà. Donc je trouve que c'est deux matières très intéressantes. Ok. Merci beaucoup pour avoir vulgarisé ce domaine qui est quand même pas si simple. J'ai essayé. Tu as très bien réussi. On sait qu'il y a un autre domaine au sein de l'INSA qui est peu abordé. C'est aussi les chercheurs. On sait qu'il y a des gens, il y a des personnes qui vont faire étudiants, ceux qui vont aller dans une entreprise pour apporter leur valeur ajoutée à l'entreprise, d'autres qui vont faire comme toi, enseignant, et t'en as d'autres qui vont poursuivre encore le vice un peu plus loin, qui vont aller chercher des choses. Est-ce que les chercheurs, qu'est-ce que ça fait un chercheur? Est-ce que ça trouve des choses? Ça fait quoi concrètement? Alors pour l'histoire, moi je suis enseignant et chercheur. On a un bon exemple avec nous. Alors, donc oui, alors c'est un métier complémentaire. Toi tu parles de chercheur. Alors, il y a trois stades en fait. Il y a enseignant. Donc là, c'est par exemple Frédéric qui est enseignant dit professeur agrégé, donc il ne fait que de l'enseignement. Il y a enseignant-chercheur, c'est la plupart des enseignants qui sont chercheurs ou chercheurs ici. Je crois qu'on est majoritaire largement. Eux, ils sont affiliés à un labo et ils font moitié recherche, moitié enseignement. Donc je fais moitié moins d'enseignement que Frédéric et à côté, je fais de la recherche. Et il y a des chercheurs qui sont uniquement chercheurs. Okay. Ils n'ont aucune obligation d'enseignement. Donc ici, il y a par exemple Guylaine Poulain. Je sais pas si tu vois qui c'est. De nom. Voilà. Donc ça, il y en a quelques-uns qui font uniquement de la recherche. Alors c'est trois métiers complètement différents. Bien sûr.
celui qui fait uniquement de la recherche, donc qui est chercheur, il doit trouver, bien sûr. Son métier, c'est avant tout de faire des projets et de manager des projets, manager des équipes. C'est la même chose pour l'enseignant-chercheur, mais il a moitié moins de temps. Donc c'est pas aussi facile que ça. Et il y a une chose dont tu ne parles pas et qui est essentielle, c'est que en plus d'être enseignant, en plus d'être chercheur, la plupart d'entre nous avons des charges administratives. Et je parle par exemple responsable de l'admission pour Frédéric. Moi, je suis directeur de département et il y en a beaucoup qui ici ont des charges administratives, bien sûr, qui prennent aussi du temps. Oui. Donc voilà, pour ce qui est de chercheurs, donc il y a 3 laboratoires. Je peux faire un peu la pub. Bien sûr. Sur le site de Blois, plus un laboratoire qui est spécifique à l'ENP, qui s'appelle CITERES. Donc pour les sites de Blois, il y a informatique, donc il y a le LIFAT, il va y avoir mécanique avec le LAME, et il va y avoir électronique au sens large, qui pour le gréement. Donc ça, c'est les 3 qui sont sur le site de Blois. Il y en a un autre qui va être sur le site de Bourges. Enfin, il y en a 2 en fait, mais il y a le LAME qui est déjà là. Et aussi le Prisme qui est un gros laboratoire qui est quasiment sur toute la région centre. Qui fait de la mécanique et de l'énergétique essentiellement. Oui, voilà, ils font beaucoup de traitements de signal à Bourges. Mais oui, en soi, c'est assez large. Ok. Mais parce que les gens qui nous regardent, ils doivent un peu s'imaginer peut-être un chercheur dans sa chambre avec sa petite loupe ou je sais pas comment ils doivent s'imaginer ça. À quoi ça ressemble le travail d'un chercheur? Est-ce que ça existe encore, même les prix Nobel aujourd'hui, de trouver quelque chose qui est... Oui, il y en a tous les ans. Alors, pas à l'INSA, je ne pense pas. Enfin, pas à l'INSA de Blois. Enfin. C'est quoi? Est-ce que vous avez en tête quelqu'un à l'INSA de Blois ou n'importe quel INSA, un chercheur qui a trouvé quelque chose qui est une nouveauté et qui a vraiment eu un impact dans la vraie vie, ou vous n'en avez pas en tête? En fait, ce qu'il faut qu'on se rende compte, c'est que la recherche qu'on fait est souvent très amont. Il y a des choses qui, pour moi, peuvent me sembler révolutionnaires, qui pour le grand public ne le feront pas du tout. Ouais. Je prends l'exemple, je pas spécialement nommé, mais il y a une personne qui était mon directeur de thèse. Il y en a que 2, donc c'est facile de savoir qui c'est. Qui a travaillé sur une technique révolutionnaire. Mais toi, tu vas pas spécialement tu vas pas spécialement le savoir. Peut-être pas. Et par contre, lui, il est extrêmement connu dans son domaine. Il a un nombre de papiers conséquent. Il a été professeur très jeune. Oui, voilà. Faut pas croire qu'un chercheur a pour but de donner une nouveauté qui va apparaître tout de suite au grand public. Ça, c'est le travail d'un ingénieur pour la plupart du temps. Ok. C'est-à-dire qu'il faut faire une différence entre le transfert technologique, qui peut être fait par un ingénieur docteur. Je dis c'est pas spécialement un ingénieur, ça peut être aussi un docteur, mais c'est avant tout un travail d'ingénierie. Et la recherche scientifique, qui elle peut être très en amont. On peut faire des choses des fois où on n'a pas de but technologique. Là, c'était sur le silicium poreux, donc je pense que tu vois de qui je parle, mais il est très très connu. Il a fait des nouvelles méthodes. Et il est connu par des personnes qui sont très proches du prix Nobel. Enfin, c'est pas. Il y a des gens à l'INSA qui sont très reconnus scientifiquement. Ok, top. Je peux pas croire. Non, mais je me mettais à la place de quelqu'un qui se posait des questions sur leur... Ouais, c'est juste que on n'a pas de recherche directement appliquée. Okay. Il y en a qui te font tu peux en tant que chercheur avoir des projets très proches de l'industrie. Hein. Il y en a d'autres, par exemple Roger Serra a beaucoup de projets proches de l'industrie en mécanique. Michel Gratton aussi. Enfin, en mécanique, il y en a plusieurs. Mais c'est pas obligé qu'il y ait ça tout de suite en fait. C'est pas toujours le but. C'est très difficile. Enfin, le but d'un chercheur, c'est de faire des papiers scientifiques. Les papiers scientifiques, il faut que ce soit une nouveauté, mais c'est pas obligatoirement une nouveauté technologique. Tu comprends? Ça peut être une nouveauté méthodologique, oui. Par exemple. Ou alors du silicium poreux, une nouvelle façon de synthétiser un matériau ou de caractériser des propriétés. Donc des choses que le public ne voit pas, qui vont être réutilisées ensuite par d'autres scientifiques. Dans la niche des chercheurs, c'est une révolution, quoi. Pour faire des analyses, pour faire de nouvelles créations qui peut-être auront un impact technologique dans 10 ans, dans 20 ans. On ne le sait pas, mais c'est pas le but. Ouais. Ça aura au moins amélioré le travail d'autres scientifiques, déjà.
Et des fois, on fait quelque chose et c'est réutilisé dans un tout autre domaine. Alors, si par exemple le retournement temporel, c'est un très bon exemple. Le retournement temporel, ça a été utilisé. Alors, c'est le fait qu'une onde, lorsqu'elle se propage dans un sens, en fait, on peut la retourner. C'est-à-dire qu'il y a réciprocité du chemin. C'est-à-dire que si tu vois quelque chose, par exemple, je vois Frédéric, il y a de grandes chances que Frédéric me voit. Okay. Ça, c'est la réciprocité du chemin. Le retournement temporel, ça a été utilisé en électromagnétisme pour améliorer les émissions et transmissions des signaux. C'est-à-dire qu'on envoyait un signal, on le retournait temporellement. Et ça permettait de savoir où était l'antenne et donc de pouvoir mieux viser l'antenne. Un truc, c'est bien pour les radars, ça a été utilisé pendant la guerre, enfin c'est quelque chose, c'est bien. Et il y a quelqu'un qui faisait des ultrasons qui a eu l'idée de faire la même chose, mais non pas pour pouvoir mieux viser une antenne ou pouvoir mieux viser un radar ou un avion, peu importe, mais viser une tumeur. Et en fait, le retournement temporel a permis d'améliorer les images ultrasonores transcrâniennes, transpulmonaires. C'est utilisé maintenant pour tout ce qui est thérapie avec la focalisation ultrasonore. Donc, on parle de quelque chose qui a été utilisé dans un but militaire, avant tout, faut pas se mentir. Dans un but juste de pouvoir mieux viser quelqu'un. Et au final, une personne a eu l'idée de se dire, c'est pas con d'utiliser ça, qui était, bien documenté, en se disant, moi, je préfère, je peux l'utiliser pour l'imagerie ultrasonore. Donc, on parle d'un domaine qui a rien à voir. Enfin, l'électromagnétisme et l'ultrason, c'est pas que ça a rien à voir, mais c'est deux domaines où les gens se rencontrent pas. Ouais. Et lui, maintenant, il est très connu, c'est Matthias Fink qui a fait ça, et c'est quelqu'un d'extrêmement connu. Ok. Tu vois, donc la personne qui a fait le retournement temporel en électromagnétisme n'a jamais pensé un jour que ça servirait en médecine. Ouais, bien sûr. Le monde est petit, finalement. N'importe quelle recherche peut servir à n'importe quel domaine. En parlant de recherche, il y a un sujet quand même au cœur des débats, au cœur des discussions depuis quelques mois, même quelques années maintenant. C'est l'intelligence artificielle, qui aussi est au cœur des débats dans l'éducation. Est-ce que pour commencer, vous utilisez au quotidien l'intelligence artificielle? Frédéric, tu utilises toi au quotidien ou pas du tout? Pas du tout. Moi, j'ai fait un jour, j'ai utilisé ChatGPT pour faire une recherche. Okay. J'ai trouvé que le résultat était extrêmement décevant, parce qu'on voyait très bien que c'était une compilation de choses existantes. Donc, quand on connaît bien le sujet, en fait, on sait déjà ce que ChatGPT va mettre dans son espèce de résumé de tout ce qu'il trouve sur le net. C'était une recherche que j'avais faite sur l'INSA et j'avais retrouvé des extraits de rapports sur l'école, dont une partie que j'avais rédigée moi-même. Donc, je ne pouvais pas apporter. Après, l'intelligence artificielle, c'est un outil, donc il faut juste que ça soit pertinent en fonction du besoin qu'on a. Est-ce que tu as ressenti au moins peut-être pas le résultat, mais le potentiel dans ton utilisation? T'as ressenti un quelconque potentiel ou pas du tout? Tu penses que ça va mettre beaucoup de temps? Il pourrait y en avoir un, c'est-à-dire que ça peut faire gagner beaucoup de temps sur la génération de contenu un peu standard. Par exemple, quand on fait un polycopier sur une matière qui est bien connue, ça peut gagner du temps de demander à une intelligence artificielle finalement de rédiger un texte sur tel sujet, parce que 90% sera plutôt pas mal, et après on a juste à le modifier, à l'améliorer. Ça peut être un gain de temps. Après, dans l'enseignement en tant que tel, c'est plus compliqué, parce que le but de l'enseignement, c'est que les élèves acquièrent des compétences. Et le principe de l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait, on fait faire le boulot par une machine, donc on le fait pas soi-même, donc on n'apprend rien. Et donc je pense que c'est pas quelque chose qui est facile à intégrer dans l'activité d'enseignement. Est-ce que tu penses pas que justement il faudrait enseigner aux jeunes le fait de s'habituer à non pas apprendre les matières ou disciplines, mais apprendre à justement avoir comme allié l'intelligence artificielle? Est-ce que ce serait pas justement une piste, le fait d'avoir l'IA comme allié, un second cerveau, ça pourrait être une piste, ou c'est quelque chose selon toi qui est dangereux justement? Oui, alors il faut leur apprendre, il faudra. Pour l'instant, je suis pas sûr qu'on le fasse, en tout cas pas suffisamment ou pas bien. Leur apprendre à s'en servir, ça c'est sûr. Ouais. Mais par contre, à bien l'utiliser comme un outil et pas la ressource principale de tout.
Parce que il faut pas oublier que l'intelligence artificielle, elle est faite par des gens. Si vous passez par l'intelligence artificielle tout le temps pour trouver des réponses aux questions qu'on vous pose, au bout d'un moment, on n'aura plus besoin de vous. On demandera directement à l'intelligence artificielle. Et donc, elle ne peut pas se substituer à votre compétence. Ou alors, vous n'avez plus de compétences, donc vous n'avez plus aucune valeur sur le marché du travail. J'ai fait l'expérience, il y a des matières quand même où c'est compliqué quand même de se faire remplacer par une IA. D'autres matières, c'est quand même vachement plus préoccupant, notamment tous les métiers du développement informatique. Par exemple, on a ça à l'INSA, on a des matières de C++ notamment. Pour avoir fait l'expérience, c'est vrai que l'IA peut nous remplacer entièrement. Est-ce que par rapport à ça, toi, si par exemple t'es un professeur de programmation orientée objet ou peu importe, est-ce que tu interdirais le fait d'utiliser ChatGPT, ou alors tu penses que c'est une bonne chose que les élèves s'habituent à l'utiliser? Ah non, je pense que c'est bien qu'ils sachent l'utiliser. Si ça leur fait gagner du temps en tant que professionnels dans leur activité, c'est bien qu'ils sachent l'utiliser. Comme il faut savoir utiliser les forums, utiliser des bibliothèques pour avoir des fonctions toutes faites quand on fait du développement informatique, et pour pas refaire des choses qui existent déjà. Mais par contre, dans l'activité d'apprentissage, il faut faire très attention. Il y a des moments où il faut qu'on puisse vérifier que les élèves savent faire un certain nombre de choses par eux-mêmes. Donc, ils ont une compétence, et donc il faut parfois avoir des activités sans accès à l'intelligence artificielle. Est-ce que ça, c'est un secret professionnel ou pas? Est-ce qu'on peut dire si les professeurs ont la capacité de savoir si les élèves utilisent ChatGPT? Alors, dans certains cas, c'est flagrant. Et tu parles de l'informatique, c'est le cas où c'est le plus flagrant, en fait. Ouais. Lorsque tu prends un code sur ChatGPT, c'est vraiment moche. Franchement, ChatGPT va utiliser des bibliothèques qu'on vous a pas présentées. On va utiliser des commandes qu'on vous a pas présentées. Enfin, tu lis un code de quelqu'un qui te donne du ChatGPT, tu le sais en 5 lignes. C'est pas qu'il compile pas. C'est que ça peut pas être un étudiant de chez nous qui a fait ça. Ou sinon, tu lui demandes de t'expliquer les commandes qu'il a mis dans son code. C'est, à mon avis, l'informatique, c'est vraiment le domaine où on aura du mal à être remplacé. Tu parles tu dis l'intelligence artificielle, ça permet d'avoir la solution. Bon, moi je suis d'une génération, on avait Stack Overflow, hein. On avait un problème, on demandait à Stack Overflow, on avait la solution. C'était très rare. C'était quoi Stack Overflow? Ah, tu vois, je suis peut-être un peu trop jeune. On n'est pas de la même génération. C'était un site où il y avait beaucoup de discussions autour des codes. Okay. Et pas uniquement C, mais ça existe encore. Hein. Je suis pas si vieux que ça. Mais on avait un problème, on est sur Stack Overflow, on faisait un copier-coller, c'était à peu près la même chose. Ça n'a pas changé, ça. C'est juste le moyen d'avoir l'information qui a changé. La richesse de l'information est la même. C'est exactement ce que disait Frédéric. Pour moi, ça reste un gros Wikipédia pour l'instant. Avec en plus un peu de rédaction qui n'est pas toujours de bonne qualité. Alors, j'ai déjà essayé ChatGPT, pour répondre à ta question de départ. Okay. Et j'ai été aussi très très déçu. Alors moi, j'ai essayé par rapport à mes thématiques de recherche, et ils m'ont sorti des références qui n'existaient pas. Et en sciences, les références c'est extrêmement important, et j'étais très étonné de ça. C'est-à-dire qu'ils ne vérifient même pas l'exactitude de ce qu'il donne, et ensuite je me suis renseigné. En effet, c'est pas le but d'un ChatGPT. Pas Google en tout cas, ouais. Non, c'est pas. C'est-à-dire que ChatGPT n'est pas là pour donner une réponse vraie. Il est là pour donner une réponse cohérente. C'est deux choses cohérentes. C'est pas probable. Il ne calcule pas la probabilité que la réponse soit vraie. Okay. Il calcule la probabilité de la cohérence de la réponse. Donc en fait, tu peux avoir des réponses qui te semblent extrêmement cohérentes, mais qui sont extrêmement fausses. Alors, ça peut être très drôle. C'est pour ça, des fois, ça se voit aussi quand un étudiant nous rend du ChatGPT, parce que c'est très cohérent, mais c'est faux. Mais alors, comment est-ce qu'on fait la distinction entre un élève qui utilise que ChatGPT et un élève qui, comme vous le dites, s'en sert comme outil pour justement optimiser son temps, optimiser ses performances? Est-ce que finalement, il faut pénaliser les deux cas, ou seulement on pénalise celui qui a utilisé ChatGPT comme point principal?
Enfin, je veux dire, à quel point est-ce qu'on pénalise les élèves qui utilisent ChatGPT? En fait, ça dépend de ce qu'on a demandé. Il y a des situations où peut-être c'est pas gênant, même ça peut être positif d'aller utiliser ça pour nourrir sa réflexion ou nourrir ses réponses à un devoir. Donc c'est pas forcément à pénaliser. Mais il y a des situations où c'est interdit. Dans lesquels cas, par exemple? Je pense pour certains types de contrôles, voilà, pour des contrôles de connaissances, on a besoin, pour délivrer un diplôme d'ingénieur, on doit garantir que nos étudiants ont un certain nombre de connaissances et de compétences. Et donc sur des tests de connaissances, un élève qui utiliserait un accès sans le dire à ce genre d'outils pour trouver les réponses qu'il devrait connaître et qu'il ne connaît pas, là c'est pénalisable. Parce qu'en fait, il répond pas à ce qu'on lui demande. Et puis il y a des cas où c'est pas gênant. Mais ça, effectivement, il faut qu'on prenne, nous aussi, l'habitude de bien différencier les situations où c'est un outil utilisable et où c'est un outil interdit. Ok. Moi, je vois en général, il y a des termes qui sont génériques. Enfin, nous, on fait pas mal de demandes des rapports aux étudiants. Lorsqu'on demande un rapport à un étudiant, il y a 95% du rapport, c'est du générique, en fait. Ça, pour moi, que ce soit généré par ChatGPT, ça me pose aucun souci. Enfin, je dirais même qu'il y en a qui font des très bons rapports, et c'est grâce à ça. Ça génère de très bons rapports quand c'est bien utilisé. Par contre, il y a des réponses qui vont dépendre, en fait, du TP, ou qui vont dépendre de la personne, de l'étudiant. Et là, ça peut pas être par ChatGPT. Ouais. Donc tout ce qui est des demandes précises, ça doit être une réponse qui doit être humaine. Après, bon, là, toi, tu parlais plus dans le cadre d'un contrôle. Moi, je vais plutôt parler des rapports et des devoirs maison. Alors, je donne plus de devoirs maison pour d'autres raisons, mais pour moi, un rapport, c'est juste la partie précise qu'on demande. Donc, par exemple, on t'a demandé de calculer quelque chose. Ça, je préfère que ce soit fait à la main. Tout le reste, c'est du blabla. On va pas se mentir. Ce serait bien que tu saches faire un rapport par toi-même. Mais si tu sais bien utiliser un outil qui te permet de faire un bon rapport, bon, je vais pas pénaliser pour ça. Ok. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de l'IA, peut-être pas dans le domaine de l'ingénierie, mais de façon générale, est-ce que ça vous préoccupe? Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment préoccupés par ça, qui pensent que ça va complètement remplacer des humains. Est-ce que vous avez eu déjà ces pistes de réflexion, ou pour l'instant vous estimez que ça n'arrivera pas de sitôt, ce genre de choses? Est-ce que tu as déjà vu des images générées par IA entièrement? Moi, j'utilise et honnêtement, je suis plutôt satisfait de ce que peut générer une IA en termes d'images. Ouais. C'est pas toujours cohérent quand même. Non, et c'est vrai que des fois l'œil est un peu plus bas que l'autre. Dire que actuellement l'IA, et je pense pendant un certain temps, n'aura pas la capacité de créer quelque chose qui soit cohérent et qui soit artistiquement beau. Parce que donc pour moi les artistes déjà, ils vont avoir des problèmes par rapport à l'IA parce qu'il va y avoir des gens qui vont se suffire de ce que donne l'IA. Mais pour le reste non. Et pour ce qui est de tout ce qui est scientifique, c'est pareil. L'IA ne répond qu'à des contraintes qu'on lui donne. Alors, si tu demandes à une IA de faire un escalier, il te fera peut-être quelque chose qui sera absolument impossible à utiliser. C'est vrai. Un humain, premier coup d'œil, il va dire bah ça c'est pas possible, ou alors impossible à fabriquer. Et donc l'expérience humaine, la capacité de traiter des informations beaucoup plus rapidement qu'une IA, faut pas se mentir, va préserver, à mon avis, une bonne partie des ingénieurs. Et pour ça, il faut être capable de traiter des informations qui sont multidisciplinaires. C'est-à-dire que sur une discipline précise, l'IA peut arriver à dépasser un humain. Alors, c'est la capacité de générer d'arriver à coupler plusieurs disciplines. Mais maintenant, tous les ingénieurs ont la capacité de ça. Ils ont toujours, à minima, même s'ils sont spécialisés dans un domaine, ils ont des connaissances dans plusieurs domaines. Donc voilà. Ok, très clair. On s'approche doucement vers la fin. On a beaucoup parlé. Ça fait déjà, je sais plus exactement combien de temps, plus d'1 heure qu'on est en train de discuter. Pour gentiment finir ce podcast, j'aimerais vous proposer un petit jeu. Est-ce que vous avez l'esprit de compétition, Frédéric et Julien? Non. Oui. Ah.
On l'a prouvé aux élèves l'année dernière, d'ailleurs. Allez, dites-nous De façon flatteuse. quel a été cet esprit. Non, mais les élèves nous ont défié à question pour un champion. Ah oui, Nous avons fait partie de l'équipe de valeureux enseignants qui a relevé le défi. On les a laissés gagner. Oh, certains plus que d'autres. Hein. Et oui, il y a ce genre d'événement à l'INSA. Question pour un champion où les professeurs aussi participent et c'était très sympa. C'est très sympa. Bah justement, on va un peu reprendre le même concept, pas vraiment, mais en tout cas, ça va être des questions aussi. Va falloir donner la bonne réponse. On va aborder 4 thématiques. Vos 2 domaines d'expertise, j'en ai pris un parmi les nombreux domaines d'expertise que vous avez. Mécanique pour Frédéric et électronique pour Julien. Il y a aussi 2 autres thématiques, culture générale et sport. Voilà, pour un peu tout regrouper. Il va y avoir 4 questions par thématique. Une à 1 point, une à 2 points, une à 3 points, une à 4 points. Par niveau de difficulté. Vous êtes libre de choisir une thématique, un niveau de difficulté. Vous pouvez piquer la thématique de votre adversaire. Le but, c'est d'avoir le plus de points à l'issue de ces questions. Alors, je vais commencer par Frédéric, qui va avoir la main. Parmi la mécanique, le sport, la culture générale, l'électronique, si tu veux, je te laisse regarder. Bon, voilà, c'est des cases avec des... Non, mais j'ai bien retenu les thématiques. Par quelle question tu souhaiterais commencer? Bonne question. Allez, je vais prendre le sport. Je vais prendre niveau 2. Niveau 2 sur le sport. Ok. Alors, la question. Dans quelle ville, Frédéric, se sont déroulés les premiers Jeux Olympiques modernes en 1896? Je peux répondre ou il faut attendre? Ah non, c'est la question pour Frédéric. On peut pas les voler. Je suis pas sûr. Je dirais Athènes. C'est une bonne réponse. 2 points. Je vais noter. 2 points pour Frédéric. Tu peux déjà prendre de l'avance, Julien, et choisir ta thématique et ton... Je vais prendre mécanique. Mécanique. Combien de points? On va faire 2 aussi. 2 points sur la mécanique. Ok, donc ça vole, si j'ai bien compris, ça vole l'expertise. Je m'intéresse au domaine d'expertise de Frédéric. Il a suivi tous les cours de mécanique auxquels je peux participer, donc normalement il en sait autant que moi. Alors ça fait 18 ans je quand pense même. Que ça devrait pas être si compliqué. Énoncer la 2e loi de Newton et donner son expression mathématique. Ça doit être c'est le principe fondamental de la dynamique. Donc la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. C'est ça. Et donc, l'expression mathématique? La somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Égale à ma. Ok. C'est validé. 2 points également pour Julien. Nous sommes à une parfaite égalité pour ce commencement. À ton tour, Frédéric. Alors, faut que je coche les cases qui ont été prises. Faut pas qu'on s'en souvienne. Ah, c'est stratégique. Parce qu'en électronique, il va prendre un niveau élevé. Donc, je vais prendre l'électronique pour l'empêcher de marquer des points. Je vais prendre niveau 2. Niveau 2, électronique, c'est parti. Alors. Quelle est la différence principale entre un circuit en série et un circuit en parallèle? C'est 2 points. Oui. Dans un circuit en série, tous les éléments sont traversés par le même courant. Et par contre, ils sont soumis à des tensions différentes, alors que dans un circuit en parallèle, c'est le contraire. Ils sont tous soumis à la même tension, mais ils sont parcourus par des courants indépendants. C'est pas exactement la réponse, mais c'est les je valide. Le prof valide, mais c'était relativement ça. Ok, donc on est à 4 points pour Frédéric qui prend l'avantage. Julien. Mécanique niveau 4. Ouh. Ah, on peut reprendre les mêmes thématiques. Ah oui. Pas les mêmes cases. D'accord. Là, ça rentre dans le dur, là. Mécanique de niveau 4. On va essayer d'éviter qu'ils prennent trop de points. Alors, mécanique de niveau 4. Expliquer la différence entre un mouvement rectiligne uniformément accéléré et un mouvement harmonique simple. Donner les équations de chacun. Ça te parle, Frédéric? Oui, c'est... Ah. Pour moi, c'est pas du niveau 4. C'est trop facile pour du niveau... Uniformément accéléré et harmonique. Ouais. Pour moi, un mouvement rectiligne uniformément accéléré, une accélération constante, c'est typiquement une chute libre.
Ensuite, un mouvement harmonique, c'est une oscillation. Donc, Oui. C'est... Ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce que tu attends comme équation du... Parce que je peux te donner une équation, mais... C'est la position en fonction du temps, effectivement. C'est la position en fonction du temps, exactement. Dans l'équation du mouvement rectiligne uniformément accéléré. Alors, uniformément accéléré, ça va être, ça dépend dans quel sens c'est le domaine, mais pas le référentiel, mais ça va être GT carré sur 2. Pour l'autre, ça va être A cosinus oméga t plus phi. J'ai pas ces réponses-là. Est-ce que Frédéric, tu valides sa réponse? Moi, de mon côté, j'ai autre chose. Ouais, je pense que ce qu'il a donné, c'est un cas particulier, mais Ouais. c'est ça. Je pense que c'est un cas particulier. Parce que moi, ces questions-là, c'est pas vraiment c'est pas niveau 4, hein. Moi, je m'attendais à un truc, Ah bah, je me suis servi, figurez-vous, de l'intelligence artificielle pour m'aider à formuler mes questions. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu facile, mais visiblement, j'ai pas les réponses de ce que m'a rendu. Alors, qu'est-ce que t'as comme réponse? Un demi de AT carré, plus V0T, plus X0. Ah bah oui, mais ça... C'est ce que j'ai. Oui. Oui, mais Oui. on lui accorde. On lui accorde. Parce que tu prends les conditions initiales. Moi, j'ai pas Oui, c'est pour ça. Il y a des conditions. les conditions initiales. Hein. Ok. En fait, la vitesse initiale et puis la position initiale. Donc moi, je t'ai juste donné la chute. La Ok. partie chute. Et tu m'as dit pour, le mouvement oscillatoire, l'équation, elle était. A cosinus oméga t plus phi plus une position initiale. Ok, c'est validé. Là, je le confirme. Ok. Peut-être un petit peu facile pour les 4 points. Ah ouais, je trouve. Peut-être un peu facile. Est-ce que tu es resté sur les programmes de première année ou pas forcément? J'ai un peu parcouru tous les programmes. D'accord. Ah, je pensais qu'on allait partir sur un truc plus... Ouais. Ouais, les équations de Saint-Venant, un truc comme ça. Vous allez voir, peut-être que ça va se corser. Frédéric, de ton côté. Du coup, je vais prendre électronique niveau 3. Je pense que vous allez cibler d'abord vos domaines d'expertise qui ont l'air plus simples. Si c'est de l'électronique et pas l'électronique numérique, ça va. Alors, On électronique fait beaucoup. de niveau 3. Ok. Ah. Pas si facile là, je crois. Je sais même pas si j'ai bien le prononcé parce que je sais pas ce que c'est. Expliquer le fonctionnement d'un pont de Whetstone Oh. et son application principale. Donc, son application principale, c'est de faire des capteurs. Je sais pas si c'est ça que tu as, mais... Vous avez l'air d'accord, mais C'est du conditionnement de capteur. vous êtes d'accord, mais je sais pas ce que j'ai. On va débattre sur la suite. Après, Alors, c'est constitué par il y a une alimentation, un générateur quelconque. Et le pont de Whetstone, c'est un ensemble fabriqué avec 4 résistances qui sont positionnées sur les côtés d'un carré. Donc, on alimente le pont par 2 coins opposés du carré et on vient mesurer la tension entre les 2 autres points du carré, ceux qui ne sont pas alimentés directement. Et donc, la tension qui apparaît là dépend très fortement des résistances. Et donc, ce qu'on fait en général comme application, c'est que certaines des résistances dépendent des conditions extérieures, par exemple température, pression ou autre, ce qui fait qu'on arrive à mesurer une tension qui est très sensible à ce qu'on mesure, donc la pression, la température ou autre. Et donc, qu'est-ce que permet de déterminer le pont de Whetstone dans un circuit? le pont de Whetstone ne permet pas de déterminer quelque chose. Moi, j'ai une réponse qui me dit, la Est-ce réponse. que c'est un déséquilibre? C'est un déséquilibre, oui. En fait, tu cherches à déséquilibrer la tension entre 2 résistances, en fait. Ok. Je suis tout à fait d'accord avec la réponse de... Je pense que vous êtes meilleur que ChatGPT. Ah, visiblement. je sais pas quelle est la réponse. Est-ce que vous voulez que je vous donne la réponse de ChatGPT? Parce que oui. c'était sensiblement ça, mais pas tout à fait. Un pont de Whetstone est un circuit utilisé pour mesurer une résistance inconnue en équilibrant 2 branches d'un circuit en pont. Lorsqu'il est équilibré, le rapport des résistances dans une branche est égal au rapport dans l'autre, ce qui permet de déterminer la résistance inconnue. Alors, c'est vrai, et en fait, on part pas d'une résistance inconnue. Mais elle varie à cause... Ça peut être une application. Oui, mais plus c'est- simple. Ouais, c'est... Ça, c'est vraiment sortir le marteau pour écraser la mouche. ouais, Quoi. c'est très- Ok, on va ignorer ChatGPT, on va valider la réponse de Frédéric. Il a la bonne réponse. Il a la bonne réponse. 7 points pour Frédéric, 6 points pour Julien. Alors, je vais prendre électronique niveau 4. Électronique de niveau 4. Je vais cocher ma petite case.
Mais là, je pense que vous avez bien compris que la stratégie, c'est de prendre les plus grosses questions. Non. Parce que c'est finalement pas si compliqué que ça. Non, mais en plus, elle est trop facile. Même moi, je sais la réponse. Oula, elle est vraiment très facile. Vraiment très facile. Bon. Qu'est-ce qu'un circuit résonant LC et comment est-il utilisé dans les systèmes de communication radio? Alors, déjà, un LC pur n'existe pas. Bon, bah. C'est une inductance et une capacité qui sont liées en série ou en parallèle, ça peut être aussi en parallèle. Très bien. Et le but est d'utiliser le transfert d'énergie électrique entre l'inductance et la capacité afin d'avoir une onde électrique et donc magnétique aussi qui va apparaître. Ça peut être utilisé comme antenne, comme transmetteur. Ça peut être utilisé pour tout ce qui est génération d'ondes ou réception d'ondes électromagnétiques. Alors, l'une des choses qu'on utilise souvent les LC, parce que en fait, c'est pour tout ce qui est musique. C'est-à-dire que les touches maintenant sur un appareil électronique, c'est des musiques et un LC peut être très très précis. Est-ce que tu as l'équation de la fréquence? C'est vieux, moi je le demande aux étudiants, c'est racine carrée de LC. Racine carrée de LC. Ok. C'est une bonne réponse. Est-ce que Frédéric valide la réponse? Oui, alors sur la fréquence, c'est plutôt 1 sur racine de LC. Ah oui, 1 sur 2 pi racine de LC. Le truc, c'est que ChatGPT n'arrive pas à me donner les caractères quand c'est 1 sur quelque chose, du coup, je pouvais pas vérifier. C'est 1 sur racine carrée de LC. Ouais, ça me paraît peut-être pas. Mais bon, vu que c'était la question sur l'équation, c'était en bonus. Non, mais la question a été largement répondue. C'est possible, c'est possible. Plus 4 points pour Julien. Après, ça se retrouve facilement, ce genre de choses. T'as pas besoin d'apprendre ça par cœur. C'est vrai. 10-7. Gros avantage quand même pour Julien. Je crois qu'il va falloir prendre des risques, Frédéric. Là. Oui, mais c'est parce que... pas. Donc, je vous remets ce qui reste. Ben, je vais prendre... Je vais prendre un niveau 4 sport, je le sens pas. Je vais prendre niveau 3 mécanique. Niveau 3 mécanique. Ok, c'est parti. Peut-être top, corser les questions. Comment calcule-t-on l'énergie cinétique d'un objet en mouvement? Fournissez l'expression mathématique. L'énergie cinétique fait 1/2 de m v carré, où v est la vitesse de l'objet en mouvement et m sa masse. Bon, là, il n'y a pas eu de débat. Non, et moi, je voudrais savoir comment on la mesure. Ah, c'est pas là la question. C'est comment on la calcule? Ah oui, dans ce cas, c'est trop facile. Après, Frédéric peut le dire en bonus. Comment on la mesure? C'est que c'est pas facile à mesurer. Oui, c'est ça. Une énergie, c'est difficile. Alors, on pèse pour mesurer la masse, on mesure la vitesse éventuellement. Sinon... S'il y a un objet inconnu qui se déplace, c'est très difficile de connaître. À part si on l'arrête. Voilà. C'est du contrôle destructif. Vous avez un projectile sur une cible et en fonction de l'état de la cible, on peut remonter à l'énergie cinétique qu'avait le projectile, par exemple. Pour ça, la réponse était mal posée. Non, comment calcule-t-on? Elle est pas bien. Mesure tout, j'aurais préféré. Ça aurait été une vraie question de niveau 3 pour le coup. Pour le coup, ouais. Ok, 10 partout. Culture générale, 4. Ouf. Alors il faut essayer de marquer des points. Là, on rentre dans le dur, mais je crois que la culture générale, par contre... ChatGPT, il est fort. Il envoie des trucs... On va bien voir, parce que bon... Ouais, pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de challenges, quoi. Donc là, je suis dans électronique, c'est pas ça. Culture générale. Ok. 4 points. Quel est le nom du traité signé en 1648 qui mit fin à la guerre de 30 ans en Europe? Tu as la réponse, Frédéric? Peut-être. Ah. Je peux voler la... Non, c'est pas dans les règles. C'est pas dans les règles. T'as pas le droit. Non, je vais pas avoir la réponse. Ça va être chaud. 1648. 1648. Ouais, 1648, quoi. Oui, pardon. Allez, je vais dire Aix, parce que ça va être par là, mais non, je sais pas. J'aurais dit Utrecht. Ah, je l'ai pas ça non plus. Je l'ai traité de Westphalie. Ouais. Donc c'était par là. C'était par là, mais c'était pas le bon. Donc 0 point malheureusement pour. Oh, c'est pas grave. Ah, mais toujours 10-10 par contre. Frédéric. Ouais, c'est ce qui reste. Je vois. Alors mécanique 3, je l'ai déjà fait. Hein. Ouais. Ah, j'ai pas. Faut que tu mais coches les présentateur là. Hop là, coché. Donc il reste mécanique 1. Non, on va partir sur du 3 points sport. Ok, c'est vrai que sport, si on a pris déjà 2 points tout à l'heure.
Alors. Trois points sport, c'est bien ça qu'on a dit? Oui. Ok. Quel est le nombre de grands chelems remportés par Rafael Nadal à Roland-Garros, entre parenthèses, jusqu'en 2023? 14, je crois. Très bonne réponse Ouais. pour Frédéric. Ah, c'est un peu C'est son sport de prédilection. En plus, on est fort au tennis, Fred, hein, de votre côté? On joue Classé combien? 15-4 actuellement. Oh. Ah oui, bon niveau. Bon niveau, ok. Donc 3 points. On est à 13 contre 10 pour Julien. J'espère que je ne vais pas tromper dans les comptes. Culture générale 3, j'ai plus que ça, moi. Culture Le sport, générale ça, ça va être dur. Moi, je suis pas le sport. Hop, et je coche. Fait sport 3 aussi. Ok. Quel est le nom de la fonction mathématique qui décrit la distribution des probabilités pour une variable aléatoire continue ayant la forme d'une cloche? La loi normale. Ah, bah si, c'est la même chose, je crois. Ah, de souvenir, c'est la même chose. J'ai la gaussienne de mon côté. Ah, c'est la gaussienne est une loi normale. Ouais. Frédéric, Oui, on va le on valide. Et On valide. Et on va pas pinailler. On va pas pinailler. Ok. C'est validé. On était à 3 points, c'est ça? Ouais. Ouais, Ouais. 13 points. Ok. 13 partout. Il ne reste plus grand chose, hein. Vous avez ciblé tous les plus gros points. Ben, il reste sport 4. On va tenter. Allez. Même si je suis dubitatif. Je Débutatif. m'attends à une question difficile. C'est bien, il faut oser. Alors, sport 4. Quel exploit? Ah bah en plus, c'est dans les tendances actuelles avec les Jeux Olympiques. Quel exploit réalisé? Moi, je sais même pas comment ça se prononce. Je vais me faire taper sur les doigts. Jim Thorpe. Donc oui, c'est même pas non plus. Des Jeux Olympiques en 1912, et pourquoi cet événement est-il resté célèbre dans l'histoire du sport? Tu peux la voler ou? Ah non, Non, on peut pas le droit au Comme vol. je pense que je ne vais pas trouver. J'imagine qu'il a gagné plusieurs titres dans la même Olympiade. Ouais, c'est pas mal. Après, Il faut donner le nombre ou les sports. ce qui serait bien, ce serait de donner quand même les sports. Les épreuves. Les épreuves, quoi. Oui, les épreuves. Ah, je vois qu'il est plus précis, Julien. Ouais, en plus, j'en ai entendu parler pendant les JO et j'ai pas noté l'info. Ah, on n'était pas loin, là. Julien, est-ce que tu abandonnes la réponse, Frédéric? Dans 2 sports différents. C'est 2 sports différents. Ouais. Enfin, c'est 2 épreuves différentes. Ouais, t'abandonnes ou pas? J'aurais jeté Allez, d'indication. Abandonne. Un peu d'indication, là. Abandonne. On peut tenter au hasard, peut-être. Je sais pas, je dirais une course et un lancer, je sais pas, genre Mais il n'est pas vrai. 2 Mais courses. c'est pas ça. Et c'est pas le 100 et le 200 qu'il a eu. C'est un nageur, Jim Thorpe, c'est ça? Non, j'ai pas ça. C'est le 50 J'ai et le pentathlon et le décathlon. Ah non, comment oui. il s'appelle C'est Yann Thorpe. Australien, mais c'est beaucoup plus récent. Ah, c'est la même famille? Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Hein. Parce que Thorpe, c'est C'est un nageur. ils en ont parlé pas mal avec Léo Marchand. Je pensais que c'était lui, moi. On est toujours à 13 partout. Et là, on rentre dans les derniers points. Du coup, Pardon, Julien. je ne sais quoi prendre. Ça va être très compliqué, hein. Les 1 point, là, je pense que... Culture générale 2 points. Ah, ok. C'est le dernier. Culture générale 2 points. Ouais, c'est juste ici. Ok. Tu es fort en musique? Non. Qui a composé la 9e symphonie, également connue sous le nom de Symphonie de l'hymne à la joie? Beethoven. Oh, super. C'est une bonne réponse. Ah, ça, c'est de la vraie musique, un petit peu, je connais. Qu'est-ce que la fausse musique, alors? Non, j'écoute pas toujours toute la musique qui passe. Donc c'est vrai que ça peut être plus compliqué. Mais là, bon, la musique classique, oui. L'hymne à la joie, en plus. Belle musique, très belle musique. Non, mais c'est pas l'hymne européen, je crois, l'hymne à la joie. C'est ça. 15-13 pour Julien. Il reste toutes les questions à 1 point, Frédéric. Là, donc, on va finir à 17-15, je pense, probablement. Je sais Donc, pas. je vais peut-être. prendre un point électronique. Je vais couper l'herbe. Voleur. Ça se vole même au 1 point. Ok. Quelle est la loi qui définit la relation entre la tension, le courant et la résistance dans un circuit électrique? La loi d'Ohm. La loi d'Ohm. Et c'est quoi la
l'équation. U égale RI. U égale RI. Est-ce que tu confirmes, Julien? Je me sens obligé. Mais pour les gens, c'est pas si évident que ça. Non, en effet, oui, bien sûr. Mais 14 points. C'est vrai que là, on est dans un autre step, quoi. Ouais, c'était bien un niveau 1, là. Ouais. Ok. Julien. Mécanique, on va se sentir obligé. Mécanique. C'est un peu théorique. Quelle est la différence entre un vecteur vitesse et un vecteur accélération? Bon, en réalité, il n'y a pas. Une dérivée. En réalité, c'est ça. C'est parce que vous êtes la réponse, mais oui, c'est ça. Bon, Précise pour l'auditoire. Précise pour l'auditoire. Excuse-moi. Donc en fait, pour avoir l'accélération, il faut dériver, c'est-à-dire qu'il faut diviser la... Pas facile. Il faut diviser la variable par rapport au temps. Donc par exemple, c'est plus facile entre une position et une vitesse. La vitesse, c'est la dérivée de la position. Pour avoir une vitesse, on va prendre le nombre de mètres par seconde. Pour avoir une accélération, on va diviser la vitesse par le temps. Donc si la vitesse évolue de 5 mètres secondes par seconde, on va avoir une accélération de 5 mètres secondes 5 mètres secondes carré. C'est exactement ça. Donc ça, c'est une dérivée. Donc le but de la dérivée, c'est de voir la variation d'une fonction au cours du temps. Très bien. Donc la variation, exactement, c'est ce que j'avais. L'accélération représente le changement de vitesse dans une direction donnée. Très bien. On est à 16-14. C'est vrai que là, il faudrait que tu fasses un sans faute et que tu aies aucune bonne réponse. Je crois que c'est encore possible. C'est possible. Ouais. Donc il reste culture générale et sport à 1 point. Je vais prendre culture générale en 1 point. Culture générale en 1 point. Quelle est la capitale de l'Australie? Attention, il y a des pièges. Oui, je sais. C'est un piège connu, celui-là. On lui donne que des questions faciles. Je dirais Canberra. Bah oui. Après, il y a la capitale économique et puis la capitale administrative. 16-15, pour mettre un petit peu de piment dans cette fin, ouais. Il va y avoir la possibilité, si au bout de 5 secondes, il n'a pas la réponse, tu pourras venir chercher pour peut-être faire une égalité. Ça va être dur. Donc la dernière question, alors c'est quoi le dernier thème qu'on n'a pas fait? Et c'est sport niveau 1. C'est sport niveau 1, ok. Donc compte dans ta tête, tu auras 5 secondes après la fin de la question pour intervenir. Compte lentement. Et en plus la question elle est pas simple. Ah. C'est un niveau 1 assez compliqué. C'est pour moi quoi. Même moi je sais pas. Enfin, même moi, comme si j'étais connaisseur. Dans quel sport le terme hat-trick est-il utilisé et que signifie-t-il? Hat-trick. Hat-trick. Coup du chapeau en français. Le coup du chapeau? Ouais. Je dirais au ruban. Non. Moi, je dirais au football. Oui, mais il faut donner ce que c'est. C'est quand on marque 3 buts. Oui. C'est exactement ça. Et il est trop bon. Le coup du chapeau. Il est trop bon. Il revient à 16 partout. Et j'ai pas prévu de dernière question pour vous départager. Non, mais égalité, c'est très bien. Impossible à départager. Impossible à départager, on va finir là-dessus. Et bah, bravo pour vos réponses. Frédéric, il nous impressionne sur sa connaissance en sport. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais c'était avec plaisir. C'était un podcast que moi j'ai apprécié. Merci pour cette initiative. Il y a aucun souci. Et puis on espère évidemment que d'autres épisodes pourront sortir avec potentiellement d'autres professeurs, des personnels de l'administration, pour mettre en avant notre belle école de l'INSA Centre-Val de Loire. Je vous souhaite de passer à tous une excellente journée, une excellente soirée, et puis laisser un quelconque avis sur cet épisode pour qu'on puisse avoir du feedback et savoir si ça vous plaît. Merci à tous, merci Julien, merci Frédéric. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ouh.